Le livre qui ouvre cette série, donc L'Esprit malade, c'est un livre qui est un livre que j'ai explicitement construit comme un livre manifeste, dont le but est d'interroger à la fois sur le plan conceptuel et sur le plan d'une anthropologie un peu abstraite, un peu philosophique, le succès de la catégorie de l'esprit-cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et en particulier en psychiatrie, l'identification de l'esprit et du cerveau à la fois ouvre un champ de recherche rationnelle et scientifique extrêmement déterminé, et d'autre part représente une nouvelle catégorie, une nouvelle représentation que les individus intègrent, qui est intégrée à certaines formes de traitement, non seulement d'action directe sur le cerveau, mais aussi, par exemple, dans les thérapies cognitives et comportementales, lorsque, pour donner un exemple tout simple, on accueille un patient en lui disant « ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est votre cerveau ». Lorsqu'on explique à quelqu'un qui a des troubles de l'humeur qu'il n'y est pour rien, que c'est un trouble génétique, un trouble biochimique, et que c'est son cerveau qui est malade, avec notamment dans le but, n'est-ce pas, d'utiliser tout ce savoir des neurosciences dans une stratégie de déstigmatisation qui construit de nouveaux types d'institutions, de nouveaux types de relations avec les malades, etc. Alors le point de départ en est très simple, c'est que bon, ça fait en gros 25 ans que je travaille sur les questions de philosophie de la psychiatrie et d'anthropologie de la santé mentale. Et même avant que je ne commence à y travailler, on nous promettait que les sciences du cerveau allaient enfin résoudre les grands problèmes de la maladie mentale, trouver des solutions au problème de la schizophrénie, voire guérir les enfants autistes, et que ce n'était à chaque fois qu'une question de moyens, de temps et d'argent. Bon. Au bout de 30 ou 40 ans de ceci, après avoir détruit d'ailleurs des institutions qui fonctionnaient sur un autre registre, notamment par exemple la psychanalyse ou bien certaines formes de psychiatrie sociale dans ce pays, les résultats sur le plan thérapeutique sont nuls. La schizophrénie existe toujours, il y a énormément de dépressifs, aucun médicament qui, pour les maladies de l'esprit, n'a été découvert sur la base d'une compréhension éthiopathogénique des troubles des maladies elles-mêmes. Bon. Et du coup, l'autisme, au lieu de devenir une cible thérapeutique, est devenu un modèle de compréhension, notamment en disant que voilà, ça nous permettait de comprendre ce qui se passe chez les autistes, quelle est la nature de l'intentionnalité qui est en jeu dans nos relations, etc. Et on a d'une certaine manière renoncé à attaquer l'autisme comme on aurait pu attaquer la tuberculose avec des sulfamides ou des choses de ce genre. La transformation qui a été obtenue, donc pas une transformation thérapeutique, c'est une transformation générale du cadre d'intelligibilité des phénomènes mentaux. C'est une transformation qui a provoqué un gain de rationalité, un gain d'exactitude, de minutie, de détails technologiques extraordinairement sophistiqués, avec l'imagerie notamment, avec des modèles inspirés de la robotique théorique, avec toutes sortes de choses qui ont totalement transformé dans le champ de la psychiatrie le genre de rationalité normale que les acteurs déployaient. Et ce que je fais dans L'Esprit malade, c'est d'adopter un point de vue un peu ambigu que je laisse en suspens pour que le lecteur puisse se faire une idée de quel côté lui pencherait davantage. C'est d'essayer de montrer à la fois quelle est la nature des succès que représentent ces entreprises de naturalisation, qu'est-ce qu'on comprend mieux dans un certain nombre de symptômes, comment les maladies sont reconstruites complètement, rethéorisées d'une certaine façon, et d'essayer de faire sentir à quel coût ce gain se produit. À quel coût, à la fois, bien sûr, sur le plan de la description clinique, de sa qualité, etc., mais aussi à quel coût sur le plan épistémologique, c'est-à-dire en se fermant quelles avenues de réflexion, quelles orientations, etc. Et c'est cette espèce d'analyse qui est évidemment une analyse un peu critique, mais qui cherche à être extrêmement proche de l'activité réelle des gens qui font des neurosciences cognitives, de l'activité réelle des gens qui s'intéressent aujourd'hui, par exemple, à des sujets comme la responsabilité des malades mentaux quand ils ont commis des crimes, à des choses comme la façon dont on peut faire face à des phénomènes où très clairement les maladies qui se présentent ont une origine sociale ou sont étroitement liées à la vie sociale, au contexte politique et culturel, et en les comparant de pays en pays.
c'est en essayant de voir qu'est-ce que la nouvelle rationalité analytique, très rigoureuse, qui est déployée dans ce domaine, produit, que le livre se déploie, et part donc, n'est-ce pas, aussi bien de la question très, très controversée de savoir ce que les modèles animaux peuvent nous apprendre sur les maladies mentales, jusqu'à, aux États-Unis, dans les années 80, ce que pouvaient bien signifier tous ces gens qui avaient des personnalités multiples, ou bien des maladies qui n'existent que d'un seul côté du Rio Grande, comme le syndrome de fatigue chronique, ou des choses comme ça, qui n'ont été exportés, n'ont été admis que dans certains types de cultures, en fonction de relations que les individus ont les uns avec les autres. Et d'où le sous-titre du livre, L'esprit malade, cerveau, folie, individu, puisqu'en dernière analyse, je soutiens que c'est une conception de l'individualisme et des formes de l'individualisme qui explique le mieux les transformations de la santé mentale, de ces catégories, et même des maladies telles qu'elles sont vécues, des nouvelles maladies telles qu'elles sont vécues dans le monde contemporain.